Bonjour, donc deuxième vidéo sur le chapitre 12. Cette deuxième vidéo, c'est vraiment la vidéo qui entre dans le vif du sujet et qui présente les vrais concepts importants à retenir pour la restitution de connaissances pour ce chapitre. Alors, dans la vidéo précédente, on a parlé de la transmission verticale des caractères et du fait qu'elle permet de faire des classifications des êtres vivants en les regroupant par parenté, qu'on appelle la classification phylogénétique. Et ça permet de fabriquer des arbres, comme ça, de parenté, qui sont des arbres phylogénétiques. Alors maintenant, le cœur de notre chapitre, c'est pas ça, c'est les transferts génétiques maintenant, non pas verticaux comme dans un arbre phylogénétique, mais horizontaux. Alors, pour comprendre de quoi il s'agit, on va en fait voir l'exemple de trois petits êtres vivants unicellulaires. Alors, c'est des microbes, d'accord ? C'est trois microbes qui vivent dans la mer, en fait. Donc, c'est des organismes marins. Et on va voir à quoi ils ressemblent. Alors, en gros, le premier, c'est un petit microbe qui s'appelle Pyramimonas. Et donc, Pyramimonas, ça serait couramment ce qu'on appelle une algue unicellulaire. D'accord ? C'est une petite cellule verte. Il est capable de faire la photosynthèse. C'est pour ça qu'on peut dire de façon globale que c'est une algue. Et ce qui est assez courant chez les petits microbes comme ça, il a des cils qu'on appelle des flagelles qui bougent et ça lui sert à nager. Alors lui, il en a pas mal. Il en a 6 à 8. Voilà. Donc, alors très rapidement, quand vous avez un nom justement d'organisme en notation scientifique, vous avez déjà vu un peu ces noms, généralement on souligne ou on met en italique. Alors évidemment, c'est plus simple de souligner que de mettre en italique quand on écrit. Donc voilà, j'ai souligné parce que c'est un nom de genre, il y a plusieurs espèces de Pyramimonas. Mais bon, pour notre exemple, on va pas détailler. Voilà. Alors, on va prendre ensuite un second être vivant qui s'appelle cette fois Péridinium et qui est aussi ce qu'on pourrait l'appeler une algue unicellulaire. Donc il est aussi vert, ça se voit, et donc il est aussi photosynthétique, et il possède, soit dit en passant, aussi des flagelles. Alors lui, il en possède que 2, et puis il y en a un long, un court, et il a des petites plaques de protection, alors ça se voit un peu, en gros il a une espèce de petite coque, qui est faite de plusieurs plaques, qui protègent un petit peu la cellule, contre essentiellement d'autres microbes plus gros, en fait. Voilà, et donc on va en prendre un troisième. Ce troisième, c'est Noctiluca. Alors Noctiluca, lui, il est pas vert. Il est transparent, et même, c'est limite encore plus spectaculaire, il est assez transparent, mais la nuit, il émet de la lumière. C'est ce qu'on appelle de la luminescence, et ça va attirer des plus petits microbes. Et en fait, Noctiluca, il va les manger, il va les phagocyter. Et donc, Noctiluca, il possède aussi 2 flagelles, un long, un court. Alors, si on regarde un peu vite fait, les trois, on a tendance, nous, un peu instinctivement, à mettre les 2 premiers dans le même sac. Ils sont verts, c'est donc des algues, on se dit, bon, ils sont quand même plus apparentés, s'ils ont tous les deux la photosynthèse, c'est que, a priori, ils ont un ancêtre qui a la photosynthèse tous les deux, et donc voilà, c'est plus simple de les mettre ensemble. Alors en fait, ça marche pas dans ce cas précis, parce que justement, on va voir, il y a eu un transfert horizontal. Alors, en effet, si on prend les 2 derniers, et qu'on les examine de plus près, en fait, ils ont tout un tas de caractéristiques communes. Déjà, un truc qui interpelle un peu, c'est l'histoire des 2 flagelles. Ils ont vraiment 2 flagelles qui ont la même structure, qui ont la même orientation, il y en a un long, il y en a un petit. Donc ça, c'est vraiment étonnant que ça soit apparu, mettons, un peu au hasard, d'accord ?
c'est typiquement, justement, ce genre de caractère qui a été transmis de façon verticale par un ancêtre aux deux. Et puis, bon, il y aurait que ça, on sera un peu embêté, ça fait juste un indice, mais en fait, il y en a plein d'autres. Alors, je les ai pas tous détaillés, mais par exemple, si on regarde Noctiluca et si on regarde Peridinium, là, les deux, et qu'on regarde leurs chromosomes, ils ont des chromosomes très particuliers, qui ont une espèce de forme de tire-bouchon, c'est-à-dire qu'ils forment une espèce de boudin tortillé sur lui-même. C'est très spécifique. Et il y a d'autres caractères que je détaille pas ici, parce que c'est pas ça qui est important. Mais en fait, ils ont plein de points communs. Et donc, vu qu'ils ont tous ces points communs, bah en fait, ces points communs, ça vient forcément d'un ancêtre commun. Et donc les deux, pourquoi ils se ressemblent, pourquoi ils ont ces caractères particuliers? Bah, ils ont ces caractères particuliers parce que ils ont un ancêtre qui avait ces caractères, les chromosomes particuliers, les flagelles particuliers, il y a des structures sous-membranaires particulières, etc. Et donc ils en ont hérité par ensuite de génération en génération par transfert vertical. Voilà. Donc on les met ensemble dans la classification. Puis en fait, il y en a plein d'autres microbes qui ont ces caractéristiques-là, les flagelles, les chromosomes, etc. Et tout cela, on les appelle les dinoflagellés. D'accord? Alors, soit dit en passant, c'est un peu rigolo, mais dinoflagellé, c'est le même dino que dans dinosaure. En fait, quelque part, ça veut dire les flagellés terribles. Parce qu'il y en a pas mal, soit dit en passant, c'est des prédateurs, ils mangent les autres microbes, enfin bon. On va voir que ça a une importance dans notre histoire, cette histoire de dino, de terribles flagellés. Alors, du coup, ça nous reste un point en suspens. Le point en suspens, c'est quand même que dans cette histoire, Peridinium, il est photosynthétique, et le fameux Pyramimonas, il est photosynthétique aussi. Donc, ça veut forcément dire que Peridinium, il a acquis de façon secondaire la photosynthèse. A priori, l'ancêtre commun de Noctiluca et de Peridinium, il n'était pas photosynthétique, parce que s'il était photosynthétique, tout le monde serait photosynthétique. Noctiluca le serait aussi. D'accord ? Alors, en fait, dans l'absolu, il y a un autre scénario qu'on peut faire, si on dit ici c'est photosynthétique, donc Pyramimonas en a hérité, et Peridinium en a hérité aussi, puis Noctiluca, il a perdu la photosynthèse. Ça serait pas totalement impossible non plus. Maintenant, chez les dinoflagellés, des microbes comme Noctiluca, il y en a plein. Donc ça paraît quand même un peu étonnant qu'ils aient tous perdu la photosynthèse. Donc, c'est quand même plus logique de dire, voilà, en fait, là, il y a un ancêtre commun aux trois, qui est pas photosynthétique. Pyramimonas a acquis la photosynthèse à un moment, et Peridinium a acquis la photosynthèse à un autre moment, mais a priori plus récemment, puisque c'est entre le moment où il y avait son ancêtre commun avec Noctiluca et actuellement. D'accord ? Donc voilà, donc il y a eu une acquisition de la photosynthèse quelque part entre l'ancêtre commun et aujourd'hui. Bon, et ben en fait, on a des éléments pour expliquer comment ça s'est produit. Alors comment on le sait ? En fait, tout simplement, si on compare les chromosomes de Pyramimonas et de Peridinium, en fait, il y a des ressemblances troublantes. C'est-à-dire que pas les chromosomes, les chloroplastes, donc les espèces de petits grains verts qui font la photosynthèse, en fait, ceux de Pyramimonas et ceux de Peridinium, ils sont fortement apparentés. Si on compare le génome propre, parce qu'en fait, les chloroplastes, ils ont de l'ADN particulier, c'est assez spécial, en fait, celui de Peridinium est très très proche de ceux de Pyramimonas. Mais alors ça marche que pour les chloroplastes. Le reste est très différent, mais seuls les chloroplastes sont très semblables. Et il y a d'autres structures qui sont un peu troublantes dans les chloroplastes. En fait, l'histoire, qui est
très très vraisemblable, c'est qu'en fait, Péridinium, il a un ancêtre qui était comme Noctiluca, qui mangeait des plus petits microbes. Et en fait, Péridinium a mangé, enfin l'ancêtre de Péridinium a mangé un ancêtre de Pyramimonas, mais il l'a pas digéré. L'ancêtre de Pyramimonas est resté vivant dans le cytoplasme de Péridinium et il a formé un chloroplaste dans le cytoplasme de Péridinium. Donc Péridinium a gagné la photosynthèse comme ça. Et ben ça, c'est ça qu'on appelle un transfert horizontal. Alors je vais le montrer sur ce schéma là. C'est-à-dire que il y avait un caractère qui était présent chez un autre être vivant, chez une autre espèce, et ça a été transmis sans reproduction sexuée. Péridinium, il a gagné des nouveaux gènes, il a gagné une nouvelle capacité, la photosynthèse, sans que ça lui soit transmis par un ancêtre. Il l'a eu de façon horizontale au sein de la même génération, entre guillemets, mais depuis un autre être vivant, Pyramimonas. Et donc, voilà, typiquement, un transfert horizontal, c'est ça. Voilà. Et en fait, on s'est rendu compte que les transferts horizontaux, il y en a plein d'exemples chez les êtres vivants. Donc il n'y a pas uniquement cette transmission de caractères, de gènes, de génération en génération. Il y a ces phénomènes de transfert horizontal qui se produisent, qui se sont produits à de nombreuses reprises. Donc, je vais m'arrêter là. Et la troisième vidéo, elle va présenter plus en détail, justement, 2 exemples précis de transfert horizontal.